Voilà, c'est parti. Donc, merci beaucoup, Madame Robert, pour cette présentation suivie d'un échange, qui du coup, sera retransmis lors de la journée de la lecture publique du 22 juin. Merci beaucoup et surtout, vraiment merci, de m'avoir invitée à présenter ma loi puisque, c'est vrai qu'en tant que parlementaire, j'ai eu la chance de déposer une proposition de loi. C'est l'initiative parlementaire, qui a, et bien, eu, en tout cas la chance de devenir une loi et d'être promulguée donc, en décembre 2021. En fait, cette initiative que j'ai prise de déposer une proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique, c'est une histoire qui remonte déjà il y a plusieurs années, c'est-à-dire que j'ai pas tout d'un coup, je me suis pas dit tout d'un coup il faut absolument une loi sur les bibliothèques. Il s'avère que d'abord j'ai été longtemps élue locale, donc à Rennes, que ce soit au niveau de la ville, que ce soit au niveau de la métropole, mais aussi au niveau de la région Bretagne en tant que vice-présidente à la culture. Et donc, forcément, la question de la lecture publique, de l'organisation des schémas de lecture publique, la place des bibliothèques, tout ça a été vraiment des sujets de préoccupation pour moi en tant qu'élue locale. Et il y a eu premier moment décisif dans l'histoire, en tout cas de ma réflexion pour arriver au dépôt de cette proposition de loi. Ça a été une commande d'Edmond Hervé à l'époque, qui était maire de Rennes et avec qui j'ai eu énormément de plaisir à travailler, qui a donc eu la volonté de construire la bibliothèque des Champs Libres, qui est de compétences communautaires, donc vraiment en tout cas financée et dont la gouvernance est liée à la métropole de Rennes, et de me demander à l'époque, puisque j'étais en responsabilité, de faire en sorte que cette bibliothèque, médiathèque, soit ouverte le dimanche. Donc, je suis rentrée aussi dans la question de la lecture publique par la question des horaires d'ouverture de ces équipements culturels. Euh, et donc, on a réussi, et c'est vrai que ça a mis du temps, parce qu'il faut du temps, il faut de la négociation, il faut du dialogue social, il faut aussi surtout bien cerner à la fois les temporalités du territoire, voir aussi les attentes et les besoins des habitants. Et c'est vrai que je me suis aperçue que si on n'ouvrait pas cette bibliothèque le dimanche, qui est en plein centre de Rennes, les habitants de la métropole de Rennes, eh bien, n'y viendraient pas, parce que forcément, ils rentrent dans leur commune après le travail, et ils vont pas venir à un moment donné, ils vont pas rester, ils vont dans leur bibliothèque communale, hein, parce que c'est… Donc tout ça est venu comme ça. Et puis quelques années plus tard, c'était Fleur Pellerin qui était ministre de la Culture. Je suis missionnée, c'est une mission parlementaire, pour travailler sur la question de l'extension des horaires d'ouverture des bibliothèques. Donc, en fait, ça fait plus de 4 ans, 5 ans, 6 ans, voire même plus, que la question des bibliothèques et de la lecture publique m'intéresse. Mais je suis rentrée plutôt par la notion de service public. Et si je commence là, c'est que je suis intimement persuadée que d'abord, c'est le premier équipement culturel de France. Il y a des bibliothèques partout. Alors, je l'appelle bibliothèque, hein, pas médiathèque. Dans les petites communes, dans les grandes villes, il y en a partout. C'est le premier équipement culturel de France. Il est extrêmement divers, il est parfois simplement animé par des bénévoles, parfois il y a des professionnels, parfois il y a des équipes mixtes, et surtout, c'est un équipement culturel qui, pour moi, a su s'adapter à l'évolution de notre société et de nos sociétés contemporaines. C'est-à-dire que loin est cette représentation d'une bibliothèque où on vient seulement chercher un livre pour le rapporter quelques semaines après. En fait, les bibliothèques sont devenues des lieux de vie, on y fait plein de choses, on découvre plein de choses, on y vient pour boire un café. C'est en fait, je le disais hier dans une intervention que je faisais devant des professionnels, c'était des tiers-lieux avant l'heure. C'est devenu des tiers-lieux avant l'heure, c'est-à-dire ces lieux un peu hybrides où finalement le livre reste la pierre angulaire, c'est-à-dire que la question de la connaissance, de l'accès à la connaissance, du livre avec tous les autres supports, forcément, sont extrêmement importants, mais la bibliothèque s'est adaptée. Et du coup, c'est un équipement extrêmement contemporain dans
tous les sens du terme. C'est-à-dire que c'est vraiment l'équipement culturel qui, d'ailleurs, demain et aujourd'hui encore s'adapte, c'est-à-dire répond aux besoins des habitants et va chercher à innover, à trouver peut-être l'organisation et le développement de services nouveaux. Enfin, voilà. Et donc, tout ça m'intéressait beaucoup. Donc, quand j'ai rendu mon rapport, j'ai eu la chance, effectivement, d'avoir de l'argent supplémentaire, d'avoir de l'argent en fonctionnement pour, dans le concours particulier, vous savez, cette fameuse DGD, permettre à ce que, s'il y a un projet d'extension des horaires d'ouverture, les communes bénéficient d'argent en fonctionnement, c'est-à-dire pour aider à étendre un petit peu plus les horaires d'ouverture. Donc, voilà, l'aventure continuait. Et puis, dans le monde professionnel, et là, j'ai devant moi des professionnels, donc je savais qu'il y avait toujours cette idée, faut-il une loi ou pas de loi? L'incongruité des politiques publiques et de l'histoire, en tout cas, de la lecture publique, a voulu qu'il n'y a jamais eu de loi sur les bibliothèques. Il y a eu une loi sur les archives, une loi sur les musées, mais dans le Code du patrimoine, il y avait très peu d'articles. En fait, il n'y avait jamais vraiment une loi sur les bibliothèques, au moins ou dans, en tout cas en droit même, et dans la loi, on puisse déjà définir ce qu'est une bibliothèque, aujourd'hui, au XXIe siècle. Et du coup, voilà, il y avait ce débat, et ce débat, je trouve que les professionnels n'arrivaient pas à trancher. À chaque fois que je disais, mais faut-il une loi? Il y en avait qui disaient oui, il y en avait qui disaient non. Et il s'avère qu'il y a eu, je dirais, un bon alignement des planètes, puisque à la fin du mandat de Roselyne Bachelot, alors ministre de la Culture, la lecture est considérée comme grande cause nationale. Et avec une de mes collègues du Sénat, on décide toutes les deux de déposer, moi, une proposition de loi sur la lecture publique et les bibliothèques, et elle, sur la filière du livre. Euh, voilà, entrant plus sur les questions de portage de livres avec Amazon, enfin, de contrats entre éditeurs et auteurs. Mais en fait, on voulait, par le dépôt de ces deux propositions de loi, montrer que la chaîne du livre était extrêmement importante, que les acteurs de la chaîne du livre contribuaient solidairement on va dire, à la dynamique du livre en général. Et on sortait du Covid, il y avait eu la question des librairies, commerce essentiel ou pas. On était dans un moment politique où on a eu toutes les deux l'intuition que c'était à ce moment-là qu'il fallait déposer un texte sur la question du livre. On en avait beaucoup entendu pendant le confinement, et c'était vraiment important de pouvoir, en tout cas, remettre dans le débat public cette notion de livre. Et puis, il s'avère que, je ne l'ai pas dit, mais dans la foulée de mon rapport, Éric Orsena, avec Joël Corbin, avait aussi fait un rapport Voyage au pays des bibliothèques, qui est devenu d'ailleurs un ouvrage d'Éric Orsena. Donc, il y avait vraiment tout, je dirais, tous les facteurs, tous les éléments qui me permettaient à un moment de décider ou pas qu'il fallait déposer ce texte. Et donc, j'y ai travaillé avec le service du livre et de la lecture du ministère de la Culture, et j'ai donc déposé cette proposition de loi. Cette proposition de loi, elle a un périmètre tout à fait particulier, mais c'est important de le repréciser. C'est un périmètre qui concerne les bibliothèques territoriales. Il n'y a pas les bibliothèques universitaires, il n'y a pas d'autres bibliothèques, parce que ça relève d'autres enjeux, d'autres problématiques. Donc là, je me suis vraiment attachée à travailler sur la question des bibliothèques territoriales, on va dire. Et donc, vous avez toute la première partie de la loi qui, et là aussi, c'était important pour moi, qui réaffirme un certain nombre de grands principes. J'y reviendrai. Pour moi, le principe, et c'est venu aussi de mon observation de ce qui s'est passé à certaines époques, aussi en matière de lecture publique, et ce qui se passait dans un certain nombre de territoires, la question de la liberté d'accès dans les bibliothèques, de la gratuité d'accès, et de cette notion de pluralisme des collections, qui est extrêmement important. Parce que voilà, c'est constitutif de la politique documentaire que doit porter la bibliothèque, la professionnelle. L'élu n'a pas à s'ingérer dans la politique documentaire, c'est bien
à la professionnelle de la lecture publique de construire sa politique documentaire. Et donc, il y avait ces grands principes-là voilà, qui forment toute la première partie de la loi, en y ajoutant pardon, la question des agents, parce que c'est aussi important de pouvoir les mentionner. Bien sûr, de la définition des collections, une définition d'ailleurs assez contemporaine parce qu'elle est très très large. Donc on fait rentrer la bibliothèque dans le XXIe siècle. Enfin, des missions qu'elles doivent en tout cas développer. Et puis, tout le chapitre 2, toute la deuxième partie est consacrée vraiment, je dirais, à la question des bibliothèques territoriales, particulièrement les bibliothèques départementales, puisqu'elles jouent un rôle absolument essentiel dans les territoires, aux côtés des petites bibliothèques communales, mais globalement sur la question des réseaux, de la mise en réseau des bibliothèques. Donc c'est là où je parle de schéma départemental, en y associant aussi les intercommunalités avec les schémas intercommunaux. Enfin, le fait que, et ça c'est aussi via un amendement du gouvernement, parce que moi je ne pouvais pas le faire, eh bien, je dirais l'interdiction qui est faite aujourd'hui par la loi de fermer une bibliothèque départementale, comme ça a pu en tout cas se passer dans le département des Yvelines. Aujourd'hui, ça n'est plus possible et c'était une façon vraiment là aussi de protéger les bibliothèques. Donc, en fait, cette loi, elle a une philosophie assez simple. Elle est pour moi une loi de reconnaissance du travail des bibliothécaires vraiment et de l'importance de la lecture publique dans notre pays et de ces équipements culturels qui sont constitutifs vraiment d'une politique publique en matière de culture. Donc, elle est là pour les reconnaître et du coup inscrire dans la loi tout ce qui peut en tout cas les sécuriser. C'est pour moi aussi une loi qui protège les professionnels. Ça, c'était pour moi extrêmement important de pouvoir le faire. Et enfin, c'est une loi qui est peut-être, je le dis toujours, un prétexte à un échange entre à la fois l'élu, mais aussi la professionnelle, peut-être parfois le ou la directrice de la culture, les collègues d'un conseil municipal, d'un conseil d'agglomération, en tout cas d'un EPCI, voire même du coup d'un conseil départemental, puisque on incite à présenter le schéma départemental dans l'organe délibérant. Donc c'est aussi un prétexte à pouvoir démontrer et montrer je dirais, aux exécutifs locaux en quoi aujourd'hui et en quoi surtout aussi et demain, eh bien, les bibliothèques dans notre pays, qu'elles soient communales, intercommunales ou départementales, jouent un rôle absolument essentiel en matière de politique publique de la culture. Voilà, c'était un peu vraiment la philosophie qui a guidé l'écriture de ce texte. Il s'avère que j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est passé à l'unanimité au Sénat, mais j'ai également eu l'unanimité à l'Assemblée nationale, ce qui lui donne aussi une force très très importante. Et puis lorsqu'elle a été promulguée, ce qui est aussi formidable, mais qui ne me surprend pas vu le dynamisme des bibliothécaires et la façon dont elles sont connectées, je dis elles parce que c'est beaucoup de femmes, elles sont connectées, c'est de montrer comment on peut s'en emparer et de la faire vivre. Il y a eu un guide à destination des élus, on l'interprète, des juristes qui interprètent tel ou tel article. C'est une loi qui continue à vivre. Et ça, c'est absolument formidable. Aujourd'hui, elle ne m'appartient plus. Elle est vraiment dans les mains à la fois des élus que vous êtes, des professionnels que vous êtes, pour que on puisse, en tout cas, en matière de politique publique, considérer que le livre, je dirais le livre, c'est-à-dire tout simplement la connaissance, la façon dont on peut considérer l'enjeu culturel dans notre pays, qui est pour moi un enjeu d'émancipation vraiment individuelle et collective, où on parle trop peu de culture, mais aujourd'hui, c'est devenu un enjeu de nouveau
politique quand j'entends parler de censure, d'autocensure ou de festivals ou de concerts ou d'ateliers qui, comme dans mon département, il y a 15 jours, ont été, je dirais, à la fois empêchés par des personnes qui n'en voulaient pas. Ça existe de nouveau. Et je pense à un atelier dans une bibliothèque, justement, pour des enfants, un atelier sur le genre qui a été empêché de se tenir par un groupuscule d'extrême droite qui est arrivé pour demander à ce que cet atelier ne se tienne pas. Tout est fragile, tout est encore, voilà, aujourd'hui dans une société où il faut, je dirais, réaffirmer un certain nombre de grands principes. La question culturelle, de la liberté, en tout cas d'expression, de création, d'information, de tout ce qu'on a passé dans la loi, et puis aussi des droits culturels, parce que les bibliothèques, elles travaillent beaucoup à cet endroit-là. Eh bien, plus que jamais, je pense que voilà, on doit réaffirmer ces grands principes et ces valeurs. Et cette loi-là est là aussi pour, en tout cas, je dirais, si ce n'est provoquer l'échange, du moins alimenter des débats. Et je trouve que c'est important aujourd'hui. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, Madame la sénatrice, effectivement, pour ce beau travail qui nous permet aujourd'hui, puis cette loi qui permet aujourd'hui de protéger la lecture publique et de la cadrer. Donc, alors, je ne sais pas si parmi les intervenants, vous avez des questions les uns ou les autres. Moi, j'en ai plusieurs. Oui, je veux bien laisser la parole, hein, mais sinon, je veux bien commencer pour peut-être entamer les choses. J'ai une première question qui m'est venue, Madame Robert, quand vous avez dit que vous veniez de Rennes, et du coup, nous sommes une bibliothèque départementale, donc nous sommes dans un contexte très rural. Vous avez parlé de l'ouverture le dimanche, et nous, au sein du département, nous sommes en train d'inciter les bibliothèques à ouvrir 6 heures par semaine, 8 heures par semaine. Enfin, on n'est pas tout à fait sur les mêmes ordres de grandeur. Est-ce que vous avez réfléchi, est-ce que vous y avez pensé au moment où la loi a été conçue à faire, je ne sais pas, une différence entre territoires urbains, territoires ruraux, ou à raisonner en bassin de population, par exemple? Est-ce qu'il a été question à un moment d'imposer le fait qu'il y ait un lieu de lecture publique par bassin de population, par exemple? Alors, c'est une loi je dirais, de principe et qui respecte la libre administration des collectivités territoriales. Je le dis parce que je ne peux rien imposer, je ne peux pas contraindre et je ne peux pas dire il faut que, par exemple, vous fassiez la gratuité des services dans la bibliothèque. J'ai simplement dit la gratuité d'accès, mais c'est assez rigolo parce que et la gratuité, du coup, devient un sujet. En fait, cette question, elle est prise à d'autres endroits, qui est la gratuité des services, mais je ne peux pas imposer qu'il y ait comment dire, un équipement de lecture publique par bassin de vie. Encore moins de dire il faut que, par exemple, ce soit ouvert tant. Je crois que ce qui est important, c'est vraiment d'observer la façon dont vivent les gens dans un territoire. Effectivement, dans une métropole comme Rennes, c'est pas du tout la même chose que dans un autre territoire rural. Et d'ailleurs, mon rapport que j'ai fait sur l'extension des horaires d'ouverture ne s'est pas du tout focalisé sur le dimanche. Très vite, je me suis aperçue que parfois, dans un certain nombre de territoires, c'était complètement idiot d'ouvrir le dimanche. Et c'est pour ça qu'il faut dire ouvrir plus. Je pense que plus on ouvre un service public, mieux c'est pour l'accessibilité de nos concitoyens. Mais ouvrir mieux, c'est-à-dire que je fais confiance aux élus et aux professionnels pour convenir ensemble finalement des meilleurs moyens de pouvoir ouvrir tant d'heures, à tel peut-être sur la pause méridienne, le soir, je ne sais pas, ça c'est vraiment à chacun de s'organiser. Et puis, le fait d'avoir du coup fractionné la DGD, de permettre à ce qu'il y ait, avec les DRAC, vous avez, je pense, votre conseiller livre et lecture à la DRAC, a un certain nombre de critères qui sont des critères d'éligibilité pour pouvoir à la fois peut-être rénover, construire d'autres bibliothèques, etc. Aujourd'hui, on a quand même des montants de financement
qui sont pas anodins hein, sur ces équipements-là. Et je pense que c'est un des rares équipements culturels qui parfois a des financements pouvant aller jusqu'à 60% par l'État, hein, j'entends, hein, voire même au-delà. Et donc, moi, je pense que cette loi, elle s'est voulue vraiment incitative, et elle se veut incitative, et elle doit encourager et inciter à. Mais je ne veux pas imposer ou contraindre à autre chose. Je pense que c'est plutôt dans cette philosophie-là qu'elle a été conçue. Je me permets du coup de relayer une question qui est posée dans le chat, qui parle du niveau de l'intercommunalité, en disant que l'intercommunalité paraît être le maillon, un petit peu le niveau idéal pour fédérer un réseau de lecture publique, mais en effet, il n'y a pas d'obligation pour que la lecture publique soit une compétence intercommunale. Enfin voilà, ça c'est vraiment au choix des collectivités. Est-ce qu'il est possible d'argumenter, enfin, et quels arguments vous auriez pour convaincre les intercommunalités de prendre cette compétence lecture publique? En fait, je me suis aperçue que les maires en territoire rural, mais c'est pareil en territoire urbain, sont quand même très attachés à leur équipement de lecture publique, à leur bibliothèque. Je trouve que c'est vraiment un attachement qui est fort. Et si jamais, dans l'interco, en plus, quand on parle d'interco, il faut voir le niveau des interco, tout dépend de la. Parfois, le fait de prendre la compétence lecture publique, c'est une forme de dépossession aussi de cet équipement par l'interco au détriment de la commune et donc du maire qui est. Et ça, il y a une dimension presque, je dirais, symbolique chez des maires à qui j'ai dit, mais quand même, et là où je vais essayer d'avoir des arguments, s'il y a une compétence lecture publique, vous allez pouvoir travailler beaucoup plus efficacement sur la mise en réseau, il y aura une décision, vous êtes dans le bureau de l'interco. Alors là, on me dit, ah bah non, pas obligatoirement. Et en fait, tout ça repose aussi dans la façon dont les intercommunalités sont constituées, les EPCI et les gouvernances des EPCI. Et parfois, vous savez, vous avez des maires qui ne sont pas du tout dans la gouvernance des EPCI et qui, à un moment, dans des choix qui vont être des choix de rénovation, de réhabilitation, d'extension, voire même vont pas obligatoirement être les premiers à être servis. Et c'est des choix politiques à l'intérieur de l'interco. Donc forcément, c'est des questions de rapport de force, des questions de. Et donc, je pense qu'il y a une forme parfois de réticence à prendre la compétence lecture publique pour les maires à l'échelle de l'intercommunalité. Mais moi, je trouve que au moins mettre en réseau la mise en réseau des bibliothèques, le fait de pouvoir avoir une coordination, c'est-à-dire quelqu'un qui va animer la mise en réseau, de pouvoir à un moment faire en sorte que on expérimente eh bien, des navettes, qu'on regarde justement sur la gratuité. J'étais avec une intercommunalité pas plus tard qu'il y a une quinzaine de jours, où je m'aperçois qu'une intercommunalité d'une quinzaine de communes où je commence à voir des maires qui rendent gratuite leur bibliothèque, les services aux bibliothèques. Hein. Donc vraiment, les bibliothèques sont. Et donc, ça a commencé tout doucement. Et là, on s'aperçoit que ça commence à vraiment se développer. Et imaginez dans un réseau que la carte, il y ait une carte, en tout cas, on va dire, du réseau de bibliothèques où on a mis vraiment tous les moyens pour pouvoir faire en sorte que bien il y ait une fluidité entre une commune où on peut emprunter un livre, dans une commune où parce que ce sera gratuit, ça, on peut le redéposer et où tout ça est organisé. Je dis toujours au président de PCI, ça produit du territoire, ça crée de l'appartenance territoriale. La culture est le meilleur moyen à la fois symboliquement et politiquement, de produire ça. Et le livre est un vecteur absolument puissant de ça. Et c'est vrai que, vous savez, les habitants, ils n'en ont que faire de savoir
vraiment aussi quelles compétences a ici la lecture publique. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le service. Et s'ils peuvent, à un moment, dans une commune, dans leur commune, prendre un bouquin ou aller, parce qu'ils rentrent de chez eux et ils passent par une autre commune, pouvoir déposer alors qu'ils l'ont pris dans une autre bibliothèque, tout ça est quand même facilitateur. Donc, moi, je trouve que au moins, on peut commencer par la mise en réseau. Alors, j'ai une demande de prise de parole par quelqu'un qui est en première ligne sur le sujet, puisqu'il est coordinateur d'un réseau de bibliothèques intercommunales. Bonjour, merci en tout cas dans le premier temps pour votre travail. Je reste un petit peu sur le même type de questions. Je parle à l'ancienne vice-présidente à la culture et maintenant à la sénatrice. Comment vous expliquez qu'en termes de culture en général, les lois elles sont axées en termes d'incitation plutôt que d'obligation? Je pense comparé à d'autres compétences comme l'urbanisme, comme l'enfance-jeunesse, etc. Et ce qui nous, comme techniciens, après, les collectivités ont de moins en moins de dotations, ont des fois des budgets forcément où il faut prendre des décisions. Et donc, quand il y a des incitations, forcément, ce n'est pas le sujet le premier sur lequel on va axer, on va aller là où on a des obligations. Comment vous expliquez que, j'ai l'impression, historiquement, dans l'ADN de la culture, on parle d'incitation et non pas d'obligation? Eh oui, ça renvoie à un débat qu'on a eu il y a quelques années. Je pense que c'était pendant la loi NOTRe ou MAPTAN, c'était la loi NOTRe, hein, sur, vous savez, la répartition des compétences obligatoires et donc et de l'organisation de ces compétences à l'échelle territoriale. Les régions prenant ceci, les départements cela, et puis les intercos. Alors là, je ne vais pas parler d'assainissement mais en tout cas de compétences optionnelles, etc. Mais tout ça était de l'organisation, vous vous souvenez? Et la culture, en fait, on a défendu le fait qu'elle soit une compétence partagée. C'est-à-dire qu'il y a la compétence générale, hein, de la commune, qui intervient sur l'ensemble des champs de la commune et les compétences des régions, des départements. Effectivement, la culture comme le tourisme est restée une compétence partagée entre les… Et donc, à partir de ce moment-là, c'est forcément une volonté politique d'intervenir ou pas sur la culture. Et regardez ce qui se passe actuellement sur dans une grande région de notre pays, où le président de région a décidé et je pense notamment à un équipement, de supprimer complètement la subvention. Et là, quelqu'un me répond, quelqu'un me dit, et quelqu'un du ministère me dit, mais vous vous rendez compte, il a rompu le pacte républicain. Et effectivement, on voit bien que, et moi j'ai quand même été dans des négociations en permanence où on se disait, voilà, si l'un baisse sa subvention, est-ce qu'on doit compenser? Est-ce que l'État doit… En fait, ça n'en finit pas. Ce débat, il dure depuis des années. Et quand à un moment, il y a un acte comme ça qui dit on supprime, tout le monde se dit mais comment faire? Puisque forcément, il a tout à fait le droit de supprimer sa subvention, hein. Personne ne l'oblige à aider tel ou tel équipement. Mais on a eu toujours l'habitude, en termes de politique publique de la culture, à être dans des formes de gouvernance partagée, de compétences partagées, et du coup, liées à la volonté des exécutifs d'intervenir ou pas sur le champ de la culture. Après, c'est un vrai sujet. Je l'entends de nouveau parce qu'il y a, comme je vous ai donné quelques petites alertes qui me préoccupent beaucoup sur le secteur culturel aujourd'hui, un certain nombre d'exécutifs locaux qui commencent à se désengager. Comme vous l'avez dit très justement, le budget des collectivités étant contraint, il y a des baisses et du coup, ça fragilise les projets, etc. Quelqu'un, forcément, m'a dit, est-ce qu'on ne pourrait pas remettre sur le tapis, dans le débat public, la compétence obligatoire de la culture? Mais alors, quel niveau de collectivité? Est-ce qu'on la rend obligatoire pour tout le monde? Mais là, ça change, c'est dans l'organisation, forcément, c'est très compliqué parce qu'il faudrait quand même spécifier telle ou telle intervention. Et on voit bien que, par exemple, les départements en matière de lecture publique ont une dimension, hein, en matière de culture, d'archives, voilà, qui sont liées aux lois de décentralisation et tout. Mais est-ce qu'on remet dans le débat public l'organisation de la compétence partagée sur le secteur, sur le champ de la culture? Moi, je ne suis pas encore complètement convaincue.
Je ne suis pas convaincue. Je ne sais pas si si ça changerait vraiment beaucoup les choses, en fait. Mais peut-être, mais peut-être. Mais c'est un échiquier fragile et c'est un échiquier, vous avez raison, qui repose sur plutôt de l'incitation que de la contrainte. Mais c'est bien de convaincre. Il faut des arguments. Moi, je dis ça tout le temps. C'est qu'à partir du moment où on est tenu de convaincre, parce que c'est ça quand même, hein, il faut de la conviction, forcément ça demande d'avoir des arguments. Et moi, j'aime bien la controverse, j'aime bien le débat. Moi, j'ai eu des débats, mais sans fin, sans nom, que ce soit la région Bretagne et tout, avec mes collègues. Mais voilà, mais ça crée du débat. Il faut avoir des arguments, il faut être solide, il faut y croire. Voilà. Si c'est obligatoire, ok. C'est pour vous inciter à… Mais bon, c'est un sujet, hein. Et c'est vrai, comme on parle peu culture, moi, je trouve que voilà, c'est aussi une façon de remettre dans le débat public l'importance aujourd'hui, je trouve, de la culture dans un pays comme le nôtre. Merci. À propos de l'importance de la culture, est-ce que vous pourriez revenir sur cette notion de droit culturel qui est relativement récente par rapport aux bibliothèques et qui, je pense, est encore mal pris, enfin, peu prise en compte, on va dire, sur vraiment cette notion de droit culturel qui est inscrite dans la loi? Oui, alors on a inscrit cette notion de droit culturel à la fois dans la loi NOTRe et dans la loi création, architecture et patrimoine. En fait, on a intégré par voie d'amendement cette notion de droit culturel qui est très peu connue en fait chez nous. Je ne vais pas vous rappeler la déclaration de Fribourg, mais bon, voilà. À l'époque, je peux vous dire, parce que moi j'ai été de celle qui a fait passer cette notion-là, personne ne savait vraiment ce que c'était. Et aujourd'hui, d'ailleurs, maintenant, le ministère a ça dans sa sémantique. Quand je vois les tiers-lieux, quand je regarde un petit peu France Tiers-lieux, il n'arrête pas de mettre les droits culturels à toutes les sauces. Enfin, c'est devenu maintenant… Mais moi, je me dis que finalement, c'est une notion qui s'éprouve un peu en marchant et les bibliothèques ont été les premiers équipements à le faire vraiment, c'est-à-dire à permettre à ce que chacun, parce que c'est un petit peu ça, puisse être acteur de finalement à la fois de la transformation de son environnement, c'est-à-dire en matière de culture, de pouvoir aussi être associé pourquoi pas, à la définition d'un projet, de ne pas seulement être consommateur ou usager, mais de devenir acteur, c'est-à-dire on lui reconnaît la capacité de pouvoir apporter sa contribution, c'est-à-dire apporter ce qu'on appelle la capacité, c'est-à-dire une compétence en devenir, pour peu qu'on donne aux habitants les moyens de le faire, c'est-à-dire voilà, qu'on leur donne les clés, qu'on leur donne… Et moi, je trouve que dans les bibliothèques, ça s'est fait de façon naturelle et les choses continuent à se faire. Aujourd'hui, le grand truc, c'est les tiers-lieux. Et d'ailleurs, on ne parle que de tiers-lieux, les bibliothèques deviennent des tiers-lieux, tout le monde devient des tiers-lieux parce que, je dis toujours, le tiers-lieu, c'est une promesse. C'est une promesse pourquoi ? Tous les maires veulent leur tiers-lieu. C'est une promesse, finalement, de pouvoir penser l'action publique, non plus de façon descendante, mais de pouvoir, à un moment, permettre, dans une forme d'horizontalité, de travailler avec les ressources des territoires, c'est-à-dire avec les habitants, en les associant à un certain nombre de projets, à la définition même du projet, et donc forcément, parfois même jusqu'à la gouvernance des projets. Dans les tiers-lieux, vous avez des collèges d'habitants, moi je l'ai fait à Rennes, etc. C'est-à-dire une sorte de reconfiguration de l'action publique où finalement on recrée du commun. Eh bien, la question des droits culturels rentre là-dedans, c'est-à-dire comment à un moment on reconnaît aussi à l'habitant eh bien, la possibilité de pouvoir contribuer, d'être contributif d'un projet, voire même d'ailleurs d'aller plus loin hein, dans la définition peut-être
de nouvelles gouvernances et il y a beaucoup en ce moment d'expérience en la matière. Donc c'est ça en fait. Et c'est tout à fait lié à tout ce qu'on entend aujourd'hui sur des questions de démocratie locale, des questions, vous voyez bien, ou de démocratie citoyenne, je ne sais pas comment les qualifier, mais en tout cas, cette idée qu'à un moment, dans une collectivité, dans un territoire, la question je dirais, de la population est prise en compte comme étant une ressource, vous voyez, et une ressource vraiment qui peut, à côté du responsable politique, être dans le partage, voilà, des problématiques contemporaines. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Moi, en tant qu'élue locale, j'ai vu toute l'évolution des pratiques politiques. Et j'ai vu aussi le fait qu'il y a 20 ans, on ne se posait pas toutes ces questions. Et qu'aujourd'hui, heureusement, on se pose les questions de la transformation de l'environnement en y associant ceux qui y habitent, c'est-à-dire les habitants. C'est ça les droits culturels. C'est assez simple en fait. Il y avait une question dans le chat qui revenait vraiment sur la loi. Avant d'obtenir l'unanimité, en fait, quelles ont été les objections? Qui était contre? Avant de mettre tout le monde d'accord. En fait, pas beaucoup de monde. Et donc, je me dis que finalement, la culture peut rassembler au-delà, peut rassembler toutes les familles politiques et les bibliothèques par essence, parce que je crois qu'elles sont vraiment, je dirais, à la fois pas seulement le premier équipement culturel de France, mais un objet culturel extrêmement important pour à la fois les élus, mais aussi les habitants. Polémiquer là-dessus aurait été dérisoire, voire même contre-productif. Et donc, il y a eu très peu de contre. Il y a eu par contre des discussions, c'est-à-dire certains collègues souhaitant que, par exemple, le schéma départemental de lecture publique soit voté par l'Assemblée délibérante. Alors même que moi, j'ai mis dans mon texte qu'il doit être présenté et non pas voté. Ce n'est pas la même chose. Donc là, il y a eu des négociations sur le dernier article qui est assez long parce qu'il a fait l'objet dans la navette de réflexion, le fait pour le désherbage, vous savez, de pouvoir ou pas en fait revendre les ouvrages d'occasion, etc. Ça a créé tout un truc avec les associations de l'ESS, etc. Bon, voilà, j'ai fait évoluer le texte et il a évolué à la fois au Sénat, mais il a aussi évolué à l'Assemblée nationale. Mais vraiment, je peux avouer que moi, je n'ai pas vu de contre. J'ai vu plutôt voilà, des interrogations, des questionnements. Il y a eu des négociations sur certains amendements, sur la rédaction de certains articles. Mais globalement, voilà, ça a été plutôt rassembleur, donc c'est bien. C'est réconfortant, je trouve. Alors, je crois que Loane, tu lèves la main de nouveau. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, et ça rejoint un petit peu la question juste avant, il est précisé que les bibliothèques constituent, conservent et communiquent des collections de documents, mais également d'objets. Donc on voit bien l'évolution de la bibliothèque. Est-ce que ça a été questionné? Le livre, il a une place importante en France. On a parlé de librairie, commerce essentiel, etc. C'est une richesse. Le livre est un objet de valeur, c'est un symbole. Mais là, on évolue vers le jeu de société, les jeux vidéo, d'autres choses, d'autres collections. Est-ce que ça a été débattu? Alors tout le monde était d'accord sur le fait qu'une bibliothèque, une médiathèque n'est plus un seul lieu qui conserve des livres et on peut prêter tout, peut-être n'importe quoi, je ne sais pas. En fait, non.
je pense que ce qui a été là aussi assez rassurant et réconfortant, c'est que finalement, chacun avait à l'esprit qu'aujourd'hui, la question de collection, on doit vraiment, cette notion-là, elle doit être inscrite dans notre 21e siècle et que ce n'est pas seulement le livre et que ça va bien au-delà. Les seules questions que l'on s'est posées, et c'était avec le ministère, mais avec aussi l'Assemblée nationale, c'est est-ce que, parce que je ne sais plus, vous l'avez dit, on a mis tout à la suite, hein, de mémoire, on a mis les objets, on a mis tout dans le texte. Et à un moment, on aurait pu renvoyer un décret. Et ça a été en tout cas voilà, une discussion qu'on a eue avec le ministère. Sachant que les décrets se changent, hein, évoluent. En fait, l'idée, c'est qu'à un moment, peut-être, il faudra encore faire évoluer la loi. Hein. Moi, j'en suis persuadée. Mais c'est constitutif même de l'évolution de nos sociétés. Et comme les bibliothèques jouent des rôles, plusieurs rôles aujourd'hui, hein, je disais un rôle crucial hein, dans l'aménagement du territoire et pour les politiques publiques, mais ça joue des rôles très importants, hein, de liens, enfin voilà, vous connaissez ça par cœur. C'est peut-être que demain ce sera autre chose. Et je suis allée, pour l'anecdote, je suis allée au Canada, au Québec, parce que ils veulent s'inspirer de la loi, parce qu'ils sont très attachés à leur bibliothèque et ils vont très très loin au Québec dans leur. Mais il y a tout là-bas. C'est vraiment, c'est incroyable. Et puis on parle, et puis voilà, il ne s'agit pas de chuchoter, de se taire. Non, non, on rentre dans des bibliothèques, on joue aux jeux de société, on vient apporter ses skis, on vient louer d'autres après-ski parce qu'on n'a pas, parce que dans le quartier, voilà, on se prête on fait de la recyclerie, de la ressourcerie. Enfin, c'est devenu voilà, un lieu où on fait tout, quoi. C'est très rigolo. C'est très rigolo parce que vraiment, et ça se si vous voulez, nous, on a encore, je ne sais pas comment ça évoluera, hein, mais nous, je ne sais pas si vous partagez ça, ça m'intéresse que vous me le disiez. Nous, on a encore une forme non pas de sacralisation de cet équipement, mais parfois quand même, quand on rentre dans un équipement culturel, même une bibliothèque, alors même que ce n'est pas comme un théâtre, un centre d'art, etc., tout de suite, on baisse la voix, on fait un peu attention, enfin voilà. Vous allez me dire si vous vivez ça ou si je me trompe complètement. Je ne sais pas si vous êtes allé au Canada dans les bibliothèques, mais alors là, ce n'est pas du tout le sujet. Hein. On rentre et je vous dis, moi je suis arrivée, il y avait des habitants du quartier qui venaient rendre leur ski, ils avaient été faire du ski, ils ne voulaient pas acheter des skis et donc ils avaient emprunté à d'autres habitants du quartier. Donc il y avait un coin ski, il y avait un coin jeu de société parce que en fait il y avait eu un problème de logement et puis il y en avait enfin, et puis tout le monde parle et tout le monde. Enfin voilà, j'avais l'impression Et il y a des endroits par contre qui sont bien identifiés où c'est l'endroit du silence. C'est-à-dire pour les personnes qui ont besoin de silence, qui ont besoin de travailler, qui ont besoin de se former, qui ont besoin. Et là, en fait, la règle, c'est de parler, de s'exprimer à haute voix. Et l'exception, c'est un peu le silence. Et j'ai l'impression que chez nous, c'est un peu l'inverse encore, mais peut-être je me trompe. Non, c'est vrai que le silence, ou en tout cas le calme, c'est très valorisé en bibliothèque. Mais c'est vrai que de plus en plus, on essaye en fait de servir tout le monde, c'est-à-dire les gens qui viennent pour des activités qui vont avoir besoin de parler, d'échanger, etc. Et des gens qui vont avoir justement besoin de calme, voire de silence, pour travailler, se concentrer, être tranquille aussi. C'est aussi un service à offrir, d'offrir le calme et le silence. Mais c'est vrai que pour pouvoir offrir les deux modalités, eh bien, il faut des espaces et donc il faut des moyens. Et donc, on revient. Ouais. Il faut des nouvelles conceptions d'espace aussi. Je pense qu'on peut aussi imaginer
des bibliothèques justement en fonction de leurs nouveaux usages. Ça se fait beaucoup, hein. Je vois les nouvelles bibliothèques qui sont magnifiques là, ont pris en compte tout ça, même vraiment le fait de mettre une salle en autogestion à des habitants du quartier qui peuvent du coup la gérer et non pas ouvrir toute la bibliothèque pour des raisons de sécurité. Vous voyez, je vois bien qu'il y a des évolutions architecturales, je dirais, ou en tout cas en termes de maîtrise d'œuvre, qui s'adaptent de plus en plus aux usages. Mais en fait, vous avez tout à fait raison, c'est ça aujourd'hui qui doit primer, c'est-à-dire quels sont les usages aujourd'hui dans une bibliothèque et comment on pense les bibliothèques du 21e siècle par rapport à ces usages. Et la question du calme, du silence, c'est un sujet. Ben, je trouve. Je voudrais juste revenir un instant sur les oppositions qui n'ont pas existé, donc enfin voilà, pas tant que ça. Mais par contre, est-ce qu'il y avait des gens, et je pense qu'il y en avait, qui voulaient aller plus loin, notamment sur la question de la gratuité, et peut-être sur la question des moyens alloués aux équipements culturels et le fait d'inscrire davantage d'obligations dans la loi? Oui, bien sûr, la question de la gratuité a été un débat vraiment. Mais là, c'est pareil. Moi, constitutionnellement, je ne pouvais pas imposer la gratuité. Je suis tenue de respecter la libre administration des collectivités territoriales et je ne pouvais pas imposer la gratuité. Mais ça a été un sujet voilà, qu'on a eu dans les discussions en commission, voire même voilà, jusqu'où aller. En fait, c'est toute le curseur, enfin toute la difficulté a été jusqu'où on met le curseur pour à la fois essayer quand même vraiment d'inciter, mais en même temps de ne pas contraindre parce que de toute façon sans ça c'était pas possible quoi. Donc voilà, c'était toute cette réflexion à essayer de trouver le bon compromis possible sans. Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est extrêmement intéressant quand même ce qui se passe sur la gratuité. Et parfois, je le disais avec amusement, mais quand un élu, encore dans mon département, il y a quelques semaines, m'a dit « Oh, Madame Robert, vraiment bravo pour votre loi bibliothèque, hein, pour la gratuité. Hein. Là, nous, on était contents, l'a tout de suite mise en place. Hein. » Et en fait, je ne la demandais pas, mais la lecture qui en a été faite parfois, la gratuité d'accès, c'est pas la gratuité des services. Mais du coup, vous voyez, ça a été parfois différemment interprété et le résultat, c'est plutôt intéressant, quoi. Donc, moi, je suis beaucoup remerciée pour ma gratuité, mais en fait, je fais pas. Mais je vois bien que c'est intéressant ce qui se passe. Alors, je relaye une question du chat. Est-ce que la gratuité pour la jeunesse a été envisagée? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait des arguments je sais pas, plus forts pour imposer la gratuité pour les mineurs ou pour les jeunes? Non, parce que moi, je pense que ça se fait déjà. D'abord, je peux, là, pareil, hein, je ne pouvais pas imposer la gratuité, même pour des mineurs, je n'ai pas le droit. Mais quand même, en observant un petit peu les choses et puis en discutant quand même avec pas mal de professionnels et d'élus, hein, mais pas seulement de mon territoire, hein, mais au-delà, je me dis quand même que beaucoup ont mis en place la gratuité hein, pour les moins de 18 ans. Enfin, je ne sais pas si ça se passe comme ça chez vous, mais moi, j'ai rarement vu. Mais il y a sûrement des exemples, hein, des contre-exemples. Hein, mais, en fait, sur le terrain, c'est très, très nuancé. D'accord. C'est-à-dire qu'on a effectivement l'impression que c'est gratuit pour les mineurs partout. Et puis, en fait, si on regarde bien, en fait, ça va être pour les moins de 14 ans. Et puis, ça va être pour ceux de la commune, mais pas les autres. Ou ça va être pour ceux de certains territoires, mais pas les autres. Donc, voilà, si on regarde de près, il y a plus de nuances que ça. Mais là, c'est pareil. Hein, mais oui, non, ça n'a pas créé du débat. Non. Alors,
De mon côté, j'arrive au bout de mes questions. Je ne sais pas s'il y en a d'autres de votre côté. Bah écoutez, ah, pardon, je regarde le chat en même temps. Ah, est-ce que ça a été un sujet dans la loi de préserver le bénéfice des libraires qui trouvent que la remise accordée aux bibliothèques, plus ce qu'ils doivent reverser au titre de la SOFIA, est trop important pour eux, et du coup, ça ne les incite pas à servir les bibliothèques, à avoir les bibliothèques publiques comme clients. Est-ce que c'est un point qui a fait l'objet de discussion, puisqu'il y avait du coup 2 propositions de loi concomitantes, celle sur la lecture publique et celle sur la chaîne du livre? De mon côté, non. Euh, on n'a pas eu ce débat-là par rapport à la loi bibliothèque. J'essaie de me souvenir si on a eu ce débat sur la proposition de loi de Laure Darcos. La question des seuils est revenue, la question du reversement. Oui, on a eu quand même ce débat. On a eu, de mémoire, on a eu ce débat. Et il reviendra de toute façon. Même si sur la proposition de loi de ma collègue, la question du portage, vous savez, a été quand même, voilà, plutôt et notamment par Amazon, hein, a crispé, a cristallisé tous les débats. Mais de mémoire, on a eu ces débats-là, mais pas par rapport à ma loi en tout cas. On est resté vraiment dans le champ de l'action publique, tout en considérant qu'effectivement, sur la chaîne du livre, les libraires et les libraires indépendants jouent un rôle absolument essentiel, et la nécessité de pouvoir contracter effectivement des marchés pour les bibliothèques, pour les librairies indépendantes est quand même absolument essentiel. Mais voilà, ça n'a pas été un sujet par rapport à la loi bibliothèque. Voilà. Très bien. Bon, écoutez, Madame Robert, merci beaucoup de nous avoir consacré cette heure à la lecture publique pour notre département d'Indre-et-Loire, hein. Sachez que pour nous, en tant qu'élus du conseil départemental, bien sûr, on est très attachés, et avec Anne-Sophie Pascal, qui œuvre beaucoup dans ce sens-là depuis qu'elle est arrivée. Bon, voilà, on est en train d'essayer de redynamiser les communes. Enfin, moi, je suis surtout étonné, enfin, ce n'était pas une compétence que j'avais auparavant, mais c'est de découvrir qu'il y a autant de communes qui n'ont pas de bibliothèque, hein. Bon, la petite pour la plupart, mais aussi, là, je me place du côté de l'élu local, hein, voilà, on connaît aujourd'hui les contraintes financières de nos collectivités, et malheureusement aussi, c'est un constat, la culture ne passe pas toujours en premier plan, et la lecture en particulier. Donc, on a des locaux ou on n'a pas de locaux. Si on n'a pas de locaux, bon, ben voilà, c'est pas le moment d'investir parce que les temps sont durs. Les temps sont durs pour nous, collectivités. Alors voilà, maintenant, là, il faut passer par où? Vous nous l'avez expliqué. Bon, les intercommunalités, ce serait la façon peut-être la plus efficace de s'adresser aux communes, d'un territoire. Mais enfin, bon, voilà, il faut prendre aussi en compte, voilà, cette volonté politique ou pas qu'ont les maires dans petites ou grandes communes d'investir pour la culture et pour la lecture publique en particulier. Donc voilà, mais ça, c'est un débat qui nous appartient aussi. Mais vraiment, moi, j'ai fait une réunion dans mon département avec la DRAC, la conseillère livre et lecture de la DRAC, le département, et on a invité toutes les communes, et les professionnels, les élus, voilà, à une réunion à la fois de présentation de ma loi, mais aussi de présentation des critères
que a bien voulu exposer la conseillère livre et lecture de la DRAC. Et je me suis aperçue que beaucoup d'élus ne connaissaient pas du tout et il faut vraiment… D'abord, c'est un moment toujours très sympa parce que je trouve que chacun parle de sa bibliothèque ou alors a envie d'une bibliothèque. Il y a des bonnes pratiques. Je me suis aperçue que sur le littoral, moi j'ai le problème du littoral, ils ont des problématiques tout à fait spécifiques aujourd'hui avec voilà, des populations qui ne vont pas seulement l'été, mais qui commencent à aller 3-4 jours avec le télétravail et du coup la demande de services dans les bibliothèques est d'une autre nature. Donc, en fait, ça a été extrêmement instructif pour moi, mais moi, je vous encourage à demander vraiment à la DRAC, à la conseillère livre et lecture de la DRAC, de vous dire combien ils peuvent avoir, quels sont les critères, s'ils sont très souples sur tel critère. Moi, j'ai vu un critère, je ne vais pas le dire lequel, à la DRAC Bretagne. J'ai dit à la conseillère, non, il faut que vous évoluiez sur ce critère-là. Ce n'est pas possible de le figer comme ça en fonction de la spécificité, par exemple, du coût du littoral. Vous devez, et elle en a convenu, et donc voilà. Je trouve que c'est très important, en tout cas, qu'il y ait parce qu'on a la chance d'avoir cette DGD, quand même. Donc, faut vraiment, voilà, n'hésitez pas à voilà, vous faire en sorte qu'avec la DRAC, vous puissiez convaincre les élus de s'engager sur la lecture publique. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Merci beaucoup, Monsieur Fenet, d'avoir été avec nous. Merci à tous d'avoir participé à cet enregistrement que je vais couper maintenant. Et vraiment, merci pour cet éclairage et pour vos réponses très intéressantes. Et du coup, voilà, je pense que la retransmission sera aussi intéressante, suscitera d'autres questions. Donc, ça va encore ouvrir le débat et c'est parfait. Merci beaucoup, madame. Merci. Au revoir. Au revoir.